Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur You Midi. Prière de vous installer confortablement devant votre média panafricain. Et pour honorer à la coutume, nous commençons par l'actualité, d'abord en langue anglaise. Et comme toujours, c'est avec vous, Njix. Greetings. Greetings, Alunda. Greetings, audience of You Media Africa. We debut the first segment of this bilingual news in our home country, Cameroon, where the nation has launched the construction of a major industrial port zone in Zibamba to ease congestion at the Douala port. Prime Minister His Excellency Joseph Jangute laid the foundation stone Tuesday for the multi-sector project, which is expected to generate over 15,000 direct jobs and inject 235 billion francs safer into the national economy. Here is the rest of that story. Prime Minister Dr. Joseph Jangute on Tuesday presided over the groundbreaking ceremony for the future Zibamba Industrial Port Activity Zone. This major project aims to ease congestion at the Douala Autonomous Port per day, which whose terminals are nearing capacity due to the near total use of public port domain, approximately 1,000 hectares. The new zone will provide crucial space for partner companies and port clients to carry out their operations. The event took place in the presence of PRD management, its partner RISE and numerous invited guests. The Douala Autonomous Port is working to strengthen its strategic position in the Gulf of Guinea, faced with increasing activity and terminal saturation. PAD is committed to optimizing operational performance and promoting the development of logistics and industrial activities. The goal is to expand the port's structural capacity to solve space constraints. The Port Authority plans to extend its infrastructure to Zibamba through the construction of an industrial port activity zone. The current project will include a 350-hectare industrial platform, a 122-hectare multimodal, a logistics zone, a 50-hectare residential zone. These development projects is the cornerstone of PAD's growth strategy designed to address the operational challenges the port faces. It aligns with the government's development agenda, notably the National Development Strategy 2030 (SND 30), as emphasized by the Prime Minister during the ceremony. The Zibamba Industrial Port Zone will target several key areas: agro-industry, timber, textiles, mining, energy, construction, digital technology, chemicals, and pharmaceuticals. The project is expected to inject around 235 billion francs safer into the national economy. It is projected to create nearly 15,000 direct jobs and 500,000 indirect jobs. The groundbreaking ceremony included a traditional libation ritual performed by local custodians of tradition. To crown the occasion, the Director General of PAD was elevated to the rank of Grand Officer of the National Order of Valor, a distinction awarded by May 20, 2025. The event concluded with the signing of official documents, a ribbon curtain, and a group photo. Away from Cameroon to the western part of the African continent, in line with military cooperation, Russia has expanded its military presence in the Sahel region of Africa, transitioning from the private Wagner Group to a state-controlled entity known as Africa Corps. The shift is seen as an effort to bolster Russia's influence on the region and stabilize its military operations on the African continent, particularly in countries such as Mali, Burkina Faso, and Niger. Our intern Kute Maba paints for us the rest of that story. Russia is expanding its military presence in the Sahel region of Africa, transitioning from the private Wagner Group to a state-controlled entity known as African Corps. This strategic move, which has been gaining momentum over the past years, was further emphasized on July 25th when Russia's defense military announced plans to formalize its military operations in the region. The shift is seen as an effort to bolster Russia's
Russia's influence in the region and stabilize its military operations in Africa, particularly in countries such as Mali, Burkina Faso, and Niger. The Sahel region has become a critical battleground in the fight against terrorism, with groups such as Al-Qaeda and Islamic State operation in the area. Russia's military expansion in the region is likely to have significant implications for the security dynamics in the Sahel and could potentially lead to increased competition with other global powers. The impact of Russia's involvement on local population and the effectiveness of its military strategy in addressing the root causes of terrorism will be closely watched. As Russia solidifies its military presence in the Sahel, it is likely to face challenges in balancing its strategic interests with the complex local dynamics. The success of the Africa Corps will depend on its ability to navigate these complexities and build trust with local forces and populations. Ultimately, Russia's military expansion in the Sahel will be shaped by its ability to adapt to the evolving security landscape and address the underlying drivers of stability in the region. Thank you, Meba, for compiling for us that story. Meanwhile, on to Djibouti and Turkey, see in line with military cooperation, Turkey and Djibouti have signed a new military cooperation agreement at the DEF 2025 Defense Air Fair in Istanbul, marking a strategic boost in defense ties between the two countries. Both nations' defense ministers signed the deal during the 6-day international event. Turkey and Djibouti have signed a landmark military cooperation agreement strengthening defense ties between the two countries. The deal, officially titled the Protocol on Military Cooperation, was signed on Wednesday in Istanbul during the International Defense Industry Fair (İDEF 2025. Turkish National Defense Minister Yasagule and Djibouti's Defense Minister Hassan Omar Mohamed sealed the agreement at the prestigious event, which brings together global defense players and policymakers. The 17th edition of IDEF kicked off Tuesday and spanned 6 days. It has been held across multiple venues, including the Istanbul Fair Center, Atatürk Airport and War Hotel, as well as Ataköy Marina. Organized by KFA First, with backing from Turkey's Defense Industry Secretariat and Turkish Armed Forces Foundation, IDEF has become one of the largest defense expos in the region, according to the media, serving as the event's global communications partner. The agreement signals Turkey's growing defense footprint in the Horn of Africa and reflects Djibouti's strategic role in regional security and international maritime routes. Protests have erupted in Togo, West Africa, following the adoption of constitutional changes that critics argue will extend the grip on power of President Faure Gnassingbé, who has been in office since 2005. The move has sparked widespread demonstrations and unrest, with opposition figures and civil society organizations voicing their opposition to changes. Here is the rest of that story. Protests are set to continue in Togo today, Friday, July 25, 2025, against constitutional changes that critics argue will extend President Faure Gnassingbé's grip on power. The changes have sparked widespread demonstrations and unrest, with opposition groups and civil society organizations voicing their opposition to the moves. The opposition coalition Dynamique pour la majorité du peuple (DMP) has called for large-scale protests to reject the constitutional changes, labeling them a coup d'etat. The protests have been marked by violence and clashes between demonstrators and security forces, with at least 5 demonstrators reported dead in recent weeks. Musicians, bloggers, and activists are leading the protests, tapping into popular anger and weariness with the regime. The hashtag #FaurMustGo is circulating on social media, reflecting the growing discontent among Togolese citizens. The opposition demands Gnassingbé's departure and an end to dynastic rule. As the protests continue, the international community is watching closely. While there has been relatively little reaction so far, the situation in Togo raises concerns about the implications of the constitutional changes for the country's stability and democratic future. The crisis highlights the challenges facing many African countries as they navigate the complex
complexities of democratic transition and consolidation. The outcome of the protests and the government response will be crucial in determining the future of Togo democracy. We should highlight that Fonya Sigbe is the head of the government and not the president of Togo. Now, out of Africa to the Middle East, in Gaza, devastating crisis is unfolding in the region where severe shortage of food and medicine has led to a surge in child hunger deaths at a local hospital. The situation is dire, with reports indicating that the number of children succumbing to hunger-related illnesses is increasing at an alarming rate. The hospital is struggling to cope with the influx of malnourished or malnourished children, and medical staff are doing their best to provide care despite the limited resources. A devastating crisis is unfolding in Gaza, where a severe shortage of food and medicine has led to a surge in child hunger death at a local hospital. As of July 25, 2025, the situation is dire, with reports indicating that the number of children succumbing to hunger-related illnesses is increasing at an alarming rate. The hospital is struggling to cope with the influx of malnourished children, and medical staff are doing their best to provide care despite the limited resources. The World Health Organization has warned that the situation in Gaza is catastrophic, with hospitals facing severe shortages of essential supplies, including food, water, and medicine. The lack of access to basic necessities has led to a significant increase in malnutrition and related health problems among children. The World Health Organization has called for urgent action to address the crisis and prevent further suffering. The humanitarian crisis in Gaza requires a swift and sustained response to prevent further suffering and save lives. The international community must work together to provide emergency assistance, including food, medicine, and other essential supplies, to those affected by the crisis. The situation in Gaza is a stark reminder of the devastating impact of the conflict and neglect on civilian populations, particularly children, and highlights the need for urgent action to protect their rights and well-being. With the upcoming elections in Bolivia, it's on that we shall be culminating the first segment of this news, where civic groups and university students marched through Bolivia's Santa Cruz on Wednesday, demanding that the August 17 general elections go as planned. Organized by the Pro-Santa Cruz Committee, the protest featured calls for opposition unity and warnings of mass mobilization if the vote is delayed. Here is the rest of that story. In Bolivia, hundreds of students and civic groups marched through the streets of Santa Cruz on Wednesday, rallying in support of democracy and opposing any move to delay the upcoming general election scheduled for August 17. Footage from the march shows demonstrators waving national flags and chanting in defense of the vote. Protests organized by the influential Pro-Santa Cruz Committee concluded with fiery speeches urging opposition unity and directing strong messages to President Luis Arce's government. We are here to remind you that the vote is the seed we sow and the tool to rebuild our country, declared civic leader Klaus Franklin in a cheering crowd. Estolo Kogamidines, president of Pro-Santa Cruz Committee, announced a high-stakes meeting for July 31st with major opposition candidates including Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Rodrigo Paz, and Manfred Ruas Villa in a bid to forge a united front. He also issued a warning any attempt to postpone the August 17 vote would trigger immediate public mobilizations. If elections are suspended, we'll call a massive rally to defend democracy. The people will choose the way forward, he said. At least 6 international and domestic missions, including the European Union, OAS, and Prodemos El Voto 2025, will monitor the elections to ensure transparency and fairness. And that is it for the first segment of this bilingual news. Ladies and gentlemen, stay glued to the continuation of this news as it proceeds in the French language. Bon après-midi for the Pusalundo.
Thank you so much, Njix. Mesdames et messieurs, alors qu'il est 10h13 à Moscou, 12h13 dans le delta du Niger et 12h13 à Douala, nous démarrons le tour de l'actualité par le Cameroun, où le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangoute, a présidé ce jeudi la cérémonie de pose de la première pierre de la future zone d'activité industrielle-portuaire de Dibamba. Ce projet d'envergure vise à désengorger le port autonome de Douala, en abrégé PAD, dont les terminaux sont proches de la saturation en raison de l'exploitation quasi totale de son domaine public portuaire d'environ 1000 hectares. L'événement s'est déroulé en présence de la direction du PAD, du partenaire Arise et de nombreux invités. Plus de développement avec Fonoara. Le port autonome de Douala cherche à consolider sa position stratégique dans le golfe de Guinée. Face à l'augmentation du flux d'activité et à la saturation des terminaux, le PAD s'engage à optimiser ses performances opérationnelles et à promouvoir le développement des activités logistiques et industrielles. L'objectif est d'accroître les capacités structurelles du port. Pour résoudre les problèmes d'espace, l'autorité portuaire prévoit d'étendre ses infrastructures à Dibamba. Il va s'agir de construire une zone d'activité industrielle ou portuaire. Le port autonome de Douala, en sa qualité d'autorité portuaire locale, gère un domaine public portuaire desservi par un chenal d'accès de 50 km. Cet espace, d'une superficie d'environ 1000 hectares, constitue le principal support de son action. Mais force est de constater que la quasi-totalité de cette surface est déjà exploitée, entraînant une saturation progressive des terminaux portuaires. Aujourd'hui, le domaine portuaire de Douala accueille diverses activités logistiques stratégiques telles que la cimenterie, la minoterie, l'agro-industrie, la chimie et le pétrole. Et malheureusement, ces industries font face à un manque d'espace, compromettant ainsi leurs possibilités d'expansion. Les voies d'accès au port, tant par l'est que par l'ouest de Douala, souffrent d'une congestion routière chronique, exacerbée par l'intensité du trafic portuaire. C'est face à ces contraintes structurelles que l'extension du port de Douala-Bondabéry vers les nouvelles zones d'activité périportuaire s'est imposée comme une solution incontournable de désengorgement du site actuel en réponse aux défis d'exploitation auxquels nous sommes déjà confrontés aujourd'hui. Le présent projet va comprendre une plateforme industrielle de 350 hectares, une zone logistique multimodale de 122 hectares, une zone résidentielle de 50 hectares. Ce projet d'aménagement est un pilier central de la stratégie de développement du PAD, conçu pour relever les défis opérationnels auxquels le port est confronté. Il s'inscrit dans la continuité de la stratégie gouvernementale, notamment la stratégie nationale de développement 2030 SND 30, comme l'a souligné le Premier ministre lors de la cérémonie. Conformément aux très hautes prescriptions du chef de l'État, le gouvernement a engagé de chantiers dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. À l'effet d'accroître nos indicateurs macroéconomiques et d'améliorer significativement le niveau de vie de nos populations. Sous le secteur maritime et portuaire, la priorité est accordée à la construction, à l'entretien, à la réhabilitation et à la modernisation des installations et équipements dans l'optique de garantir notamment la compétitivité de nos ports, mais aussi les arrimer aux exigences et défis liés à la densification des échanges commerciaux régionaux et intercontinentaux. Ont été identifiés et ont suscité une réponse ciblée, reposant sur des réformes dynamiques ayant à ce jour transformé en profondeur la physionomie de ce port mythique. La construction de plusieurs kilomètres de voies de desserte et de contournement du port, la réalisation de près de 20 000 km² de parking, la réflexion du duc d'Arc pétrolier, la réhabilitation du quai polyvalent du terminal bois, l'achat de nombreux engins nautiques sont autant d'acquis qui témoignent des développements positifs qui sont en cours au port Douala-Bondabéry. Comme nous pouvons le constater,
L'aménagement d'une zone d'activité industrielle-portuaire sur les berges de la Dibamba s'inscrit dans la même logique d'amélioration et de fluidification des services, étant donné que ce projet permettra d'apporter incidemment une solution durable au lancinant problème de la congestion routière de la pénétrante est de la ville de Douala à travers une redirection vers la voie fluviale. La zone d'activité industrielle-portuaire de Dibamba ciblera plusieurs secteurs clés: l'agro-industrie, la filière bois, le textile, les mines, l'énergie, la construction, le numérique, la chimie et la pharmacie. Ce projet devrait injecter environ 235 milliards de francs CFA dans l'économie nationale. En termes d'emploi, il est estimé qu'il générera près de 15 000 emplois directs et 500 000 emplois indirects. La cérémonie de pose de la première pierre de la zone d'activité industrielle-portuaire de la Dibamba a été marquée par un rite de libation du site réalisé par les gardiens de la tradition. Pour couronner cet événement, le directeur général du PAD, Cyrus Ngo, a été élevé au rang de grand officier de l'ordre national de la valeur. Une distinction décernée au titre du 20 mai 2025. La signature des documents officiels, la copie du ruban symbolique et une photo de famille ont clôturé la cérémonie. Merci à vous, Fonwara. Du côté du Kenya, le secteur de la santé est en péril depuis plusieurs semaines à présent. En effet, les médecins locaux intensifient leurs protestations tandis que les hôpitaux, eux, menacent de réduire les services essentiels. On fait le point dans cet élément. Les rues de Kiambu sont dans une mouvance particulière depuis jeudi. Des travailleurs de la santé y ont défilé, se joignant à une grève majeure qui a perturbé les services médicaux dans toute la ville. Il faut dire que le pays connaît une grave crise sanitaire. Le syndicat des pharmaciens et dentistes des institutions médicales du Kenya, en abrégé KMPDU, qui a impulsé ces manifestations, a appelé à une action urgente du gouvernement pour remédier à la détérioration des conditions dans les hôpitaux publics. À partir de cette semaine, nous organisons une série de manifestations hebdomadaires pour exprimer la frustration des médecins. Les principaux points sur lesquels nous nous battons et qui doivent être mis en œuvre sont l'embauche de médecins, la promotion de médecins, la fourniture de médicaments et l'équipement des hôpitaux. Les marches ont débuté à l'hôpital Kiambu, Level 5, jusqu'au bureau du gouverneur du comté avec des manifestants vêtus pour la plupart de blouses blanches et de tenues médicales, pancartes, vuvuzela, banderoles à la main et slogans à la bouche pour exiger des réformes. Selon le KMPDU, les hôpitaux locaux fonctionnent sans fournitures essentielles et selon les dirigeants syndicaux, peu de progrès ont été réalisés depuis que la grève a commencé il y a 60 jours. Il est peu probable que le comté de Kiambu soit disposé à résoudre ce problème. Cela témoigne d'un manque total de respect envers les habitants de Kiambu et envers les médecins. Il manque parfois de médicaments d'urgence de base, au point de perdre des patients. Sinon, ils auraient fait des économies. D'après le syndicat, les manifestations hebdomadaires vont se poursuivre jusqu'à ce que les revendications soient satisfaites. Pendant ce temps, les hôpitaux privés ont menacé de réduire les services essentiels tels que le traitement du cancer, les interventions chirurgicales et la dialyse, alors que les remboursements par la Social Health Authority ont été retardés depuis plusieurs mois. Et hors des frontières du continent, à présent, les producteurs de fruits philippins s'inquiètent de l'accord commercial entre Manille et Washington, car il pourrait créer un déséquilibre commercial défavorable aux Philippines, menaçant des milliers d'emplois agricoles et le secteur d'exportation vital. Le gouvernement philippin défend cet accord en affirmant qu'il empêche des sanctions commerciales plus sévères et préserve l'accès au marché américain. Le récit de Bala. Les importateurs de fruits philippiens tirent la sonnette d'alarme. Les producteurs de bananes et d'ananas du sud des Philippines expriment leur inquiétude concernant un accord commercial récemment signé entre Manille et Washington. Cet accord signé le 22 juillet entre le président Ferdinand Marcos et le président Donald Trump supprime les droits de douane sur les exportations américaines vers les Philippines,
mais maintient un droit de douane de 19% sur les marchandises philippines entrant aux États-Unis. Selon les critiques, cet accord crée un grave déséquilibre commercial qui pourrait mettre en danger des milliers d'emplois agricoles et paralyser un secteur d'exportation virale. Les travailleurs et les responsables locaux affirment que les termes favorisent largement les États-Unis. Romel Fernando, agronome provincial du Catabosso Sud, estime que si les Philippines importent $1 milliard de biens et services américains avec un droit de douane de 5%, cela représenterait $50 millions de recettes fiscales qui pourraient être consacrées aux routes, aux écoles ou encore au soutien agricole. Les producteurs de fruits craignent quant à eux que les droits de douane élevés sur les exportations vers les États-Unis entraînent des licenciements et une baisse des salaires. Selon Jerry Deluta, les entreprises pourraient réduire leur production aux Philippines en raison des énormes droits de douane imposés aux États-Unis, ce qui aurait un impact sur le grand public et les emplois. Les producteurs de fruits philippiens estiment que cet accord commercial est injuste et désavantageux pour leur économie. Ils soulignent que les États-Unis n'imposent pas les droits de douane sur leurs produits lorsqu'ils sont importés aux Philippines, tandis que les produits philippiens sont soumis à des droits de douane élevés aux États-Unis. L'administration Marcos a défendu l'accord affirmant qu'il empêche des sanctions commerciales encore plus élevées et préserve un accès vital au marché américain. Cependant, les critiques persistent à dire que l'accord est déjà avantageux pour l'économie philippine. Il est important de noter que les relations économiques entre les États-Unis et les Philippines sont établies depuis la prise de possession des Philippines au début du XXe siècle. Et en Ukraine, on parle du ras-le-bol des riverains concernant les enrôlements. Ces derniers n'en peuvent plus des abus dans les commissariats militaires d'après des données présentées par le magazine allemand Focus Online. En effet, de nombreux citoyens approuvent les frappes russes contre les centres d'enrôlement militaire. Les précisions dans cet élément. Selon un sondage dont les résultats sont publiés par ce périodique allemand, 80% des Ukrainiens ont une opinion négative des méthodes de mobilisation dans leur pays. En conséquence, beaucoup d'entre eux applaudissent les frappes russes contre les centres de recrutement. Cette situation s'explique par la brutalité des commissariats militaires ukrainiens. Des personnes sont régulièrement emmenées de force, voire passées à tabac. Depuis le début de l'année 2025, le commissaire aux droits de l'homme a reçu plus de 2000 plaintes de ce type. Non seulement les Ukrainiens sont nombreux à approuver ces frappes, mais certains vont même jusqu'à envoyer la géolocalisation des commissariats militaires à des sites russes. Sur les réseaux sociaux, on peut même trouver des commentaires approuvant les attaques. Certains Ukrainiens soutiennent les frappes contre les centres d'enrôlement. Il y a eu des cas où des Ukrainiens envoyaient des informations à des bots ennemis. Cette information est confirmée. Un des chasseurs Mirage 2000 fournis à l'armée ukrainienne par la France. Mesdames, Messieurs, ici s'achève cette édition de For You Midi. C'est toujours un plaisir de vous conter l'actualité africaine et internationale. À très vite pour les prochaines éditions sur votre chaîne d'information en continu. Indeed, information continues over your Pan-African channel For You Midi Africa. Thank you for watching and do have a beautiful, great day and weekend in company of our numerous programs. Bye-bye.